Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire HTL LABEX. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Patrick Guillaume qui va pardon, nous parler du centre et de la périphérie. Qu'en est-il de la règle dans la tradition grammaticale arabe? Donc je passe tout de suite la parole à Jean-Patrick. Merci Sharon, et je voudrais commencer par te remercier ainsi que Jean-Marie, pour vos amicales pressions qui m'amènent à parler devant vous aujourd'hui. Remercier également Camille qui ce matin m'a tapirisé, ce qui fait que peut-être j'arriverai à partager mon écran sans anicroche. Et une pensée émue pour le pangolin qui fait que nous sommes ici tous réunis ensemble. Donc, je vais tenter de vous parler de la règle ou si on tient lieu dans la tradition grammaticale arabe. En effet, comme je le disais dans mon résumé, cette notion n'est pas facile à cerner dans cette tradition en particulier. Si je réfléchis j'essaie de trouver un équivalent dans la terminologie des grammairiens ou nos règles, eh bien, j'en trouve pas, ou j'en trouve 5 ou 6 qui veulent occasionnellement, dans certains contextes, dire règles, mais qui peuvent vouloir dire autre chose dans d'autres contextes. J'en trouve un, mais alors pas chez les grammairiens arabes, d'ailleurs c'était tout simplement, mais chez les héritiers de la tradition logico-philosophique hellénisante, mais c'est un emprunt au grec, pranoun, qu'on trouve régulièrement chez ces auteurs, mais que les grammairiens utilisent extrêmement peu, généralement dans des discours très généraux, disons que la grammaire a pour but de dégager des qanûn, des règles, donc qanûn étant, enfin, je n'ai pas besoin de le souligner, un calque, un emprunt au grec canon, hein, mais seuls quelques grammairiens spécialement ouverts à cette tradition l'utilisent, et encore, je disais, d'une façon très générale et dont on ne peut pas tirer grand-chose. Donc, l'approche onomasiologique, si j'ose dire, n'ayant pas donné grand-chose. Maintenant, si je me rabats sur l'approche sémasiologique, ce n'est pas plus clair. Si en effet, on prend pour définition de la règle celle que donne Lalande, ça c'est une idée que m'a suggéré il y a très longtemps Émilie, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais bon, que vous avez sur le résumé, donc je ne la reprends pas. Hein, la posture des grammairiens, disons, il est très difficile d'identifier des règles dans la mesure où la posture des grammairiens n'est pas prescriptive ni procédurale, mais essentiellement descriptive. Hein. Il ne s'agit pas tellement pour eux de codifier une norme que de préserver un patrimoine, ce que j'appelle un patrimoine linguistique, qui joue un rôle crucial pour des raisons à la fois religieuses et culturelles dans une identité commune. Ce patrimoine linguistique, il a un nom, par contre, lui, dans la terminologie des grammairiens et de la culture arabe médiévale en général, on l'appelle la arabiya, un terme qui peut se comprendre comme l'équivalent du latin latinitas ou du grec hellénismos, qui a à la fois une connotation à la fois améliorative et jusqu'à un certain point normative. Mais qu'est-ce que c'est que la arabiya? Il faut, pour commencer, préciser clairement une chose, c'est que l'arabiya n'est pas tout à fait ce qu'on appelle l'arabe classique. Ou l'arabe classique, disons, peut être considéré comme un sous-ensemble de l'arabiya, mais ne se confond pas avec lui. En effet, alors, l'arabiya, c'est ce que décrivent les grammairiens arabes, mais elle se caractérise par une un degré important d'hétérogénéité qui reflète partiellement au moins la situation dans l'Arabie anté-islamique ou du premier siècle de l'islam, notamment les variations dialectales ce qu'on appelle donc cet arabe pré-islamique qu'on va appeler par convention le vieil arabe, hein, se caractérise par une situation globalement de diglossie, où vous avez d'une part des dialectes tribaux qui sont
très nettement perçues dans leurs différences, dans les différences très nettement perçues par les locuteurs, et d'autre part, une variété plus, comment dirais-je, plus prestigieuse de langue qui est réservée, que tous les locuteurs ne maîtrisent pas, qui est essentiellement maîtrisée donc par ce qu'on peut appeler l'élite tribale, qui est réservée à certains usages socialement marqués, des discours socialement marqués comme la poésie, l'art oratoire également, qui joue un très grand rôle dans les relations politiques entre tribus, et d'autres domaines encore. Cette variété prestigieuse d'arabe, qui n'a pas vraiment de nom dans les textes, se caractérise par un degré de variation interne nettement plus élevé que l'arabe classique tel qu'il est pratiqué à partir de l'époque islamique du 9e, 10e siècle par les prosateurs essentiellement. On peut le considérer comme une sorte de koiné, combinant des traits caractéristiques des traits caractéristiques de deux grands groupes de dialectes, les dialectes du Hijaz, d'une part, donc la région, le centre-ouest de la péninsule, là où se trouvent notamment la Mecque, Médine et d'autres villes, donc il y a déjà l'époque islamique qui est relativement urbanisée, et une région qui est sur le plan linguistique relativement innovante, et d'autre part, ce qu'on appelle dans les textes les Banu Tamim, ce qui est une vaste confédération de tribus de grands nomades chameliers du centre-est, en gros, de la péninsule, qui sont nettement plus conservateurs. Donc, cet ensemble cette arabia est perçu, donc, pour employer un autre terme qui est également présent dans les textes, comme le discours des Arabes, kalam al-Arab. Alors, c'est assez important de comprendre cela parce qu'il faut bien voir quel est le statut finalement des locuteurs de cette langue. En fait, pour la tradition grammaticale arabe, la tradition linguistique arabe en général, les seuls vrais locuteurs authentiques, ce sont les vrais Arabes, c'est-à-dire nés et élevés au désert, des Arabes de souche nés et élevés au désert, qui sont seuls capables, enfin, à qui on attribue donc une capacité non seulement une intuition linguistique sans défaut, mais également toutes sortes de capacités, toutes sortes de comment dirais-je, capacité à distinguer le. J'essaye de. Voilà. J'essaye de partager mon écran. Voilà. Regardons, disons excusez-moi, j'ai problème technique, mais bon, c'est en train de se résoudre. Voilà, j'y reviens. Donc, je parlais donc du statut des locuteurs, la façon dont ils sont perçus, ils sont présentés dans la tradition. Alors, je vous amène au handout point C, hein, la parabole du sage architecte sur laquelle on va revenir. Donc, c'est une déclaration attribuée à Al-Khalil, l'un des pères fondateurs de la grammaire. On lui demande donc si les explications qu'il donne sur les faits grammaticaux sont de lui ou sont des Arabes. Il répond: les Arabes parlaient spontanément selon leur génie naturel. Ils connaissaient les usages de leur langue et ces causes étaient présentes dans leur esprit. Donc, on attribue, vous voyez, aux Arabes, c'est-à-dire aux Arabes bédouins, non seulement la façon, le fait qu'ils parlent spontanément le bon arabe, mais ils parlent tous, enfin, leur usage est parfaitement toujours bon usage, et non seulement il est bon usage, mais ils savent aussi pourquoi ils parlent comme ils parlent. Donc, je reprends mon propos parce que donc, c'est le passage en rouge qui est important ici. Donc, ce que dit Al-Khalil, c'est que les Arabes parlent spontanément sur leur origine naturelle, donc ce sont des locuteurs natifs qui n'ont pas besoin de grammaire, non seulement pas besoin de grammaire, mais ils connaissent les usages de leur langue, donc ils ne se trompent jamais, ils ne peuvent pas, par construction en quelque sorte, produire un énoncé agrammatical ou incorrect.
et en plus, ils savent pourquoi ils parlent comme ils parlent. Ces causes étaient présentes à leur esprit. Nous avons donc affaire à un début, même un début bien avancé, de, comment dire, de mythisation du locuteur bédouin. C'est assez important parce que ça veut dire une chose essentielle, c'est que tout énoncé produit par un bédouin, ou en tout cas un bédouin censé parler l'arabe pur, enfin l'arabe, la langue prestigieuse, bien entendu, mais ça va sans dire, et par définition fait partie de l'arabie. Et donc, il faut lui trouver une place dans le système général de la langue. Un système, parce que, si vous voulez, si les grammairiens arabes ont préservé pieusement pendant des générations toutes sortes de données archaïques pratiquement, qui ne sont pratiquement jamais attestées après, sont attestées peut-être une fois et puis plus jamais, ou qui ne sont en tout cas plus en usage dans la période post-islamique, dans l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe classique, donc au sens strict du terme, il n'en est pas moins vrai aussi qu'ils ont un sens, ils ont toujours eu un sens extrêmement profond de l'idée que la langue arabe, bien sûr, formait un système qu'elle reflétait un ordre et une harmonie supérieure qui faisait sa supériorité sur les autres langues, et que le rôle du grammairien, plutôt que de codifier un usage ou de produire des règles prescriptives, est de rendre compte de décrire, de mettre au jour cet ordre merveilleux. Donc, là-dessus, le texte, c'est la parabole du sage architecte, texte archi connu des arabisants, bien sûr, est particulièrement représentatif, parlant. Disons, c'est probablement une des expressions, je dirais, les plus explicites et les plus complètes de cette idée. Donc, l'un de nos maîtres rapporte, enfin, je ne le lis pas à haute voix, mais en gros, c'est l'idée que donc, le grammairien est semblable et comparable à un homme sage qui visite un palais superbement bâti, à la fois dans son plan général et dans tous ses détails, et que, en regardant le palais, il essaie de comprendre comment l'architecte, dont il sait qu'il a une sagesse supérieure à la moyenne de l'humanité, comment l'architecte, donc, pour quelles raisons il a construit ce palais de cette façon-là, et pour chaque détail, il essaie de comprendre pourquoi il se trouve là, etc., pourquoi il a cette forme-là. Donc, vous voyez que et ça, pour les grammairiens, c'est le but fondamental de la grammaire, c'est sa forme la plus, enfin, en tout cas, son niveau le plus élevé, celui auquel les grammairiens vont se consacrer principalement. Bien sûr, il ne nie pas aussi que, la grammaire sert aussi à apprendre le b.a.-ba, mais d'abord, le b.a.-ba est assez facile à apprendre, du moins, d'un point de vue, et deuxièmement, comment dirais-je, il faut bien voir que pour la tradition grammaticale arabe, l'accessibilité pédagogique a toujours été considérée comme un point secondaire par rapport à la cohésion, à la cohérence de la théorie. C'est beaucoup plus la cohérence théorique qui leur importe que disons ce qui est facile à apprendre, ou la facilité pédagogique à apprendre, à enseigner telle ou telle chose. Alors, pour essayer de vous montrer, je voudrais donc revenir un peu plus haut dans le handout, pour essayer de vous montrer comment il résonne concrètement. Je m'éloigne un petit peu de la notion de règle, je n'en disconviens pas, mais je crois que c'est important de comprendre comment ça fonctionne et s'il y a des règles, où est-ce qu'elles se trouvent. Bien, alors l'extrait que nous allons voir, comme celui la parabole du sage architecte, se trouve dans un ouvrage un ouvrage assez important, du moins de notre point de vue à nous, historiens, dans la tradition arabe, c'est le Kitab al-Idah fi Ilal al-Nahu
de la Vultrase Messaggeri, un auteur bien connu de Francesco. Donc, il y a un autre du Xe siècle. C'est un grammairien, on ne peut pas dire que c'est un des grands, très, très grands noms de la grammaire, mais c'est un bon grammairien, je dirais, supérieur de la moyenne. Et donc, c'est un ouvrage qui n'est pas un traité de grammaire, mais plutôt un ouvrage qu'on peut appeler plutôt orienté vers une démarche épistémologique. Il s'agit d'expliquer, à une époque où le statut de la grammaire est l'objet de discussions, notamment entre les grammairiens et les philosophes héritiers de la tradition hellénisante. Donc, il s'agit de justifier, à la fois d'expliquer et de justifier ce que font les grammairiens et affirmer le statut de la grammaire comme une véritable science et non pas simplement comme disons, une simple discipline scolaire. Donc, cet ouvrage contient un chapitre que j'ai pratiquement traduit in extenso, donc le chapitre sur les causes de la grammaire. Alors, ce terme de cause, ça m'embête toujours de le traduire, d'autant que j'y ai consacré ma thèse et que j'ai pas mal pataugé là-dedans. Et quand je dis que j'ai pataugé, je veux dire que bon, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu traiter les choses tout à fait autrement. Cette notion de cause, en fait, en arabe, illa, bon. En fait, ça veut dire beaucoup de choses. On peut traduire aussi bien par cause que par explication, mais le problème qui se pose à l'époque, dans le contexte de l'époque, qui est un contexte, je le disais, de confrontation entre grammairiens et ce que les grammairiens appellent les logiciens, c'est un terme, disons, qui est assez fortement connoté, puisqu'il renvoie également à la théorie aristotélicienne de la cause. Donc, c'est un terme qui fait bien, qui renvoie disons, un ensemble de connaissances plus ou moins relativement prestigieuses dans le grand public cultivé de l'époque, mais en même temps assez ésotérique. Et en fait, le terme est employé d'une façon un peu, bon, disons, avec un effet plutôt d'annonce qu'autre chose. Donc, on peut aussi bien comprendre cause et explication. On verra que c'est plutôt explication d'ailleurs. Donc, bon, j'en viens au texte. Bon, disons, il y a premier paragraphe qui annonce que les causes de la grammaire donc ne sont pas nécessitantes, c'est-à-dire elles ne sont pas assimilables aux causes du monde physique, mais elles sont induites dans des données sous forme de conventions et de règles. Là, on a maqayis, qui peut se traduire par règle, qui veut dire également critère, tout ce qui permet de mesurer, en fait, deux quantités. Donc, un équivalent possible de règle. Maintenant, venons-en à la partie la plus centrale et la plus intéressante, parce qu'elle décrit d'une façon, je crois, extrêmement transparente la manière dont les grammairiens procèdent quand ils sont confrontés, enfin quand ils abordent, quand ils traitent les données. Donc, les causes ou les explications de la grammaire sont de trois espèces, nous dit-il. Les causes didactiques, Tarlimia, les causes analogiques, Priyasia, et les causes dialectiques théoriques, Jadalia, Nazaria. Nazaria, parce que le terme que je traduis par théorique, il faut toujours le penser dans un contexte justement de controverse. C'est normalement l'exercice, le lieu normalement où s'élaborent les connaissances, notamment théoriques. À l'époque, c'est toujours dans une perspective de controverse dialectique, si l'on veut. Bien, alors, voyons ces trois causes. Les causes ou explications didactiques sont celles par lesquelles on parvient à parler des Arabes, c'est-à-dire ce sont les règles de grammaire. En effet, nous n'avons pas reçu toute la langue des Arabes transmise par eux verbalement, mais nous avons entendu une partie, nous avons déduit par analogie les cas similaires. En d'autres termes, là, ça s'inscrit dans une opposition qui est tout à fait courante dans les sciences de l'époque. Il y a d'une part ce qui est transmis, les données qui sont transmises par successifs, et il y a d'autre part les données qui sont
enfin les données ou les idées ou les connaissances plus exactement qui sont produites par le raisonnement. Hein. Donc, ce que dit ici Zajaji, c'est que bon, toute la langue n'a pas été transmise, c'est-à-dire tous les énoncés et toutes les formes possibles en arabe n'ont pas été transmises par, acquises par transmission, mais donc qu'il y a une partie qui est transmise, hein, le corpus, et d'autre part, bon, par ce corpus-là, on fabrique des règles où on fabrique des règles ou des explications. Par exemple, lorsque nous avons entendu Qama Zaydun Fahwa Qa'im, alors là, cette façon de présenter les choses, c'est classique dans les dictionnaires. C'est une façon de donner l'information à la fois sur la forme de l'accompli, le verbe Qama, et sur la forme du participatif Qa'im. Donc, nous avons entendu Qama Zaydun Fahwa Qa'im, Rakiba Fahwa Rakib, et nous avons connu le participe actif, et nous avons dit, donc, supposez qu'on ait entendu ces deux-là, si on a le verbe zahaba, on sait qu'il fabrique son participe actif en zahib. Et vous voyez qu'ici, alors il faut le noter au passage, c'est qu'on ne passe pas par une règle. Hein, on passe directement de deux exemples, ou d'un nombre donné d'exemples, à une troisième donnée qui, elle, est fabriquée. C'est, je dirais, le degré zéro du raisonnement par analogie, mais on le trouve, disons, il a la forme, si tu peux dire A, enfin, si les Arabes, plutôt, disent A et B, alors toi, tu peux dire C. Mais c'est quelque chose qu'on trouve chez, notamment, les grammairiens les plus anciens, qui se bornent simplement à donner, disons, évidemment, celle-là, c'est de degré zéro, très souvent, on trouve des choses beaucoup plus sophistiquées, comme point d'arrivée. Hein, le point d'arrivée, enfin, la donnée fabriquée n'est assez différente de la donnée de départ, de la donnée transmise, du corpus, si vous voulez. Mais on le trouve chez certains grammairiens anciens. Sibawayhi, notamment, le fait souvent comme ça. Hein. Tu peux dire ceci, donc tu peux dire cela, et c'est au lecteur de comprendre pourquoi et sur quelle base. Éventuellement d'en tirer une généralité. Mais ce n'est quand même pas le cas de plus fréquent. Donc, c'est quelque chose de fréquent, etc., etc. Alors, dans ce genre d'explication, donc nous restons toujours au niveau de l'explication didactique, il y a Inna Zaidan Ra'imun. Alors là, c'est une construction tout à fait courante. Hein, la particule inna, qui est une particule qui marque l'affirmation renforcée. Donc, se construit avec une relation prédicative de type thématique, le thème étant Zaid ici à l'accusatif, et le propos au nominatif. Oui, Zaid levé. Si nous demandons pourquoi, c'est-à-dire littéralement, je traduis par la réaction de quoi on met l'accusatif à Zaid, nous répondons par la réaction de Inna, parce qu'elle assigne l'accusatif au thème et le nominatif au propos. C'est ainsi qu'on nous l'a enseigné et que nous l'enseignons. Donc, ici, nous avons en gros la règle, mais vous voyez que la règle déjà engage déjà un certain nombre d'éléments théoriques, notamment, par exemple, la théorie de la réaction. Hein, l'idée que certains mots de la phrase assignent, Inna en l'occurrence, assignent des marques casuelles aux autres éléments de la phrase, qui ne relèvent pas uniquement de l'observation directe, et qui d'ailleurs peut être discutée. Les choses de ce genre relèvent de l'enseignement et c'est par elles que l'on fixe la langue des Arabes. Donc là, nous avons la règle telle qu'on l'enseigne, et telle qu'on l'apprend et telle qu'on l'enseigne. C'est correspond à ce dont on a besoin pour utiliser correctement la particule inna et rien de plus. Et au fond, ça intéresse assez peu les grammairiens parce que ça, c'est des trucs pour les enfants des écoles. Hein, les maîtres d'école, les gens en général très peu prestigieux dans la culture arabe médiévale, et un vrai grammairien va beaucoup plus loin que ça. Alors, le deuxième stade, maintenant, c'est ce qu'il appelle l'explication analogique. Il a le récit.
Elle consiste à demander à celui qui a dit j'ai mis l'accusatif à cause de inna dans inna zaïdan qa'imun. Oui, je note au passage qu'en fait, vous voyez, je parlais de le terme illa tout à l'heure. En fait, chez Zajaji, ça a simplement le sens de ce que la façon, ce qu'on peut répondre à une question, hein, une question qui pose sur les données. Oui, on est toujours dans une perspective qui est de dialogue ou de discussion. Pourquoi faut-il que Inna signe l'accusatif au thème? La réponse, c'est que Inna et ses sœurs, c'est-à-dire Inna appartient, est considéré comme le prototype d'un ensemble de particules qui ont qui expriment toutes des attitudes, des postures énonciatives plus ou moins, des particules qui ont, disons, un trait à l'énonciation, hein, qui expriment soit l'affirmation renforcée, soit le souhait, le regret, etc. Donc, c'est on appelle Inna et ses sœurs, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la tradition grammaticale arabe. Donc, c'est que Inna et les particules du même genre, donc, ressemblent au verbe transitif à un seul objet. C'est pourquoi on les a rapportées à celui-ci, on leur a donné la même réaction dès lors qu'elles lui ressemblaient. Le nom qu'elle régisse à l'accusatif est assimilé formellement au complément d'objet, et celui qui régisse au nominatif est formellement au sujet, et ces particules sont assimilées au verbe dont l'objet est antéposé au sujet. Donc, en fait, on a pris Inna Zaidan Qa'imun et on va le rapporter à Daraba Akhaka Muhammad. Évidemment, la ressemblance, il n'y a aucune ressemblance, ni au point de vue de la fonction, ni au point de vue du sens, il n'y a aucun point de vue. Simplement, c'est la distribution des parties des marques casuelles. La ressemblance existe uniquement au niveau de la distribution des marques casuelles. Et du fait que dans les deux cas, Inna d'une part et Daraba de l'autre régissent les deux autres éléments, assignant l'accusatif à l'un et le nominatif à l'autre. Ajoutons à cela en plus que l'ordre Daraba Akhaka Muhammadon, donc il a frappé ton frère Mohammed, j'ai essayé dans la traduction de le rendre comme ça, hein, n'est pas l'ordre de base. C'est pas l'ordre de base, c'est verbe, sujet, objet, non pas verbe, objet, sujet. Nous verrons que ça jouera un rôle par la suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il ne s'agit plus d'enseigner la grammaire. Le niveau précédent fournissait tout ce dont on avait besoin pour utiliser la particule. Maintenant, il s'agit d'autre chose. Il s'agit en fait de trouver la place de Inna dans l'économie générale de la grammaire. C'est toujours cette idée que la langue forme un ordre, dominé par un ordre sous-jacent particulièrement strict et homogène, et que donc chaque élément doit y trouver sa place. Et c'est le rôle du grammairien, justement, de le trouver. De le trouver par ce biais-là, donc en essayant de trouver, de rattacher en quelque sorte cette donnée-là, à quelque chose dont on sait déjà quel est son statut, qui est Daraba Akhaka Muhammad, puisqu'il est bien connu que le verbe assigne le nominatif et l'accusatif. Je dirais que c'est presque un axiome. Bien, mais évidemment, cette question ne reste pas, cette explication n'est pas l'explication définitive. Il laisse encore bien des questions en suspens. Et donc, on arrive au troisième niveau. Quant à l'explication dialectique théorique, c'est tout ce qu'on peut dire pour expliquer le comportement de Inna ensuite de ce qui a été dit. Alors, vous allez voir la kyrielle de questions. Et là, vous voyez, on voit véritablement le côté dialectique au sens de polémique, hein, qu'il peut y avoir là-dessous. Évidemment, c'est une polémique purement fictive, hein, de la part de Zajaji. Tous les grammairiens sont globalement d'accord sur ça, mais la façon qu'il a de présenter les choses présuppose toujours, disons, une relation polémique, ou en tout cas un débat, une disputation.
Bon, alors, il y a une question par exemple. Alors, les questions ne sont pas inintéressantes, même si elles ont l'air naïves à première vue. Sous quel rapport ces particules ressemblent-elles à des verbes? Et à quel verbe les assimilez-vous? Verbe passé, futur, présent. Et quand vous les assimilez au verbe, qu'est-ce qui vous autorise à les rattacher à un cas dérivé et non au cas de base, c'est-à-dire à l'ordre VSO? Et quand vous les assimilez au verbe dont l'objet est antéposé au sujet, pourquoi n'admettez-vous pas l'antéposition de leur sujet, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment le sujet, à leur objet comme inna qa'imun zaidan, alors que vous l'admettez dans ce à quoi ces particules sont assimilées, comme daraba akhaka muhammadun, et etc. Et, je ne vois dans votre propos qu'un tissu de contradiction. Alors voilà donc les questions qui posent. Quelques questions ont l'air naïves à première vue. Enfin, on voit parce que de toute façon, on ne voit pas du tout le rapport qu'il peut y avoir entre inna et un verbe, justement, à part le fait que plus ou moins la distribution, enfin, il distribue les marques casuelles un petit peu de la même façon. Mais ce que ces questions veulent dire, le sous-texte, c'est que, bon, d'une part, inna n'a aucune propriété du verbe, hein, il ne marque pas le temps, ce qui est le propre du verbe, c'est sa propriété définitoire. Quand vous les assimilez au verbe, bon, assimiler au verbe, c'est bien joli, mais l'ordre normal, le verbe assimile, enfin, disons dans la standard, le verbe assigne d'abord le nominatif au sujet et ensuite le nominatif au sujet, et l'accusatif à l'objet. Et là, on va assimiler inna zaidan qa'imun à un ordre complètement, enfin un ordre qui est fortement marqué, qui est un ordre dérivé, et non pas à l'ordre principal. Donc, première chose. Et deuxième chose, euh, en outre, avec avec un verbe, un sujet, un objet, on a les deux ordres sont possibles. On peut avoir verbe, objet, sujet, verbe, sujet, objet, qui est, comme je l'ai dit, l'ordre de base. Alors qu'avec inna, il est strictement impossible de déplacer le propos avant le thème. Hein. Donc, nous avons, enfin, disons, ceci revient à dire que, au fond, inna n'a pratiquement aucune autre propriété, n'a aucune autre propriété commune avec le verbe que cette distribution des marques casuelles et que donc la ressemblance ne tient pas debout. Et vous voyez, bon, ici, il s'agit donc, j'ai une règle générale, abstraite, inna signe accusatif au thème et le nominatif au propos. On a eu une première hypothèse sur la place de inna dans l'organisation générale de, de la langue. Donc, il y a quelque chose du côté du verbe. Hein. Et maintenant, on va essayer, enfin, cet ensemble de discussion revient à affiner en fait la place de inna à l'intérieur, la place relative de inna par rapport au verbe. Alors là, Sajagi, dans ce chapitre, se borne à poser les questions et laisse ça sans réponse. Il dit simplement, tout ce par quoi on peut répondre à ces questions relève, excusez la faute d'orthographe, de la dialectique et du débat théorique. Cela dit, il faut aller un peu plus loin, enfin, tout à fait à la fin de l'ouvrage, pour trouver la réponse. Inna et ses sœurs régissent comme régit le verbe en raison de leur ressemblance à celui-ci. Leur propos, c'est-à-dire Kraimon dans Inna Kraimon, ne peut être antéposé parce qu'ils n'ont pas alors la même versatilité, je traduis ainsi, tasarruf, que le verbe, et tout ce qui est possible pour les verbes n'est pas possible pour elles. En d'autres termes, Inna a des propriétés communes avec le verbe, mais ce n'est pas un vrai verbe. Enfin, l'expression peut sembler tautologique, ce qui n'est pas entièrement faux, mais il y a quelque chose derrière. C'est que inna a beau ressembler par certains égards à un verbe, il reste pas moins une particule. Par conséquent,
le verbe, enfin, j'emploie un vocabulaire presque juridique, mais qui est, ressemble assez à celui grammairien arabe. Donc, le verbe a le droit de faire certaines choses que inna n'a pas le droit de faire, notamment de manipuler l'ordre des constituants. D'autres termes, nous avons ici, et c'est une première, comment dirais-je, une première application, enfin, manifestation de ce que j'appelais le centre et la périphérie. C'est donc un procédé, disais-je, mais un procédé ou un schème explicatif extrêmement courant et général dans la tradition grammaticale, tellement courant et général qu'il est difficile, parfois, on peut rarement le cerner à l'état pur. Hein, mais nous avons ici, en fait, quoi? Nous avons donc le verbe qui régit le nominatif et l'accusatif, parce que c'est son rôle, en quelque sorte, ça fait partie de ses fonctions. Tout verbe a un sujet et généralement un complément d'objet ou d'autres compléments qui, en arabe également, sont à l'accusatif. Donc, il jouit pleinement de ses droits, en quelque sorte, de verbe. Inna est une particule, donc n'a pas tout à fait n'a pas le même statut, appartient à une autre catégorie. Il présente quelques points communs avec le verbe, mais n'a pas non plus toutes les propriétés. Donc, inna a une position qu'on peut appeler, si on s'essaie de se représenter figurativement l'organisation de la langue, une position un peu marginale par rapport au verbe. C'est une espèce de particule qui, verboïde, si j'ose dire, qui donc occupe cette position un peu intermédiaire entre le verbe et la particule. On peut ajouter que d'autre part, on va trouver également, si on a des particules verboïdes, si j'ose ainsi m'exprimer, on a également des verbes particuloïdes. Par exemple, les verbes auxiliaires comme kana, puisqu'un verbe, tel que le définit le grammairien arabe, exprime tout à la fois un procès et un temps. Or, le verbe kana, qui veut dire être, auxiliaire être, n'a pas le sens du verbe d'existence, uniquement les verbes copules, c'est uniquement un auxiliaire aspecto-temporel. Le verbe être, on peut dire kana zaydun qa'iman, par exemple, hein, Zayd était levé. Il peut avoir, il est suivi d'un thème et d'un propos, un peu comme inna. Il est suivi également d'un nominatif et d'un accusatif, mais pas dans le même ordre. Mais kana est bien un verbe, puisqu'il peut se conjuguer, il a toutes les personnes, a toutes les formes, etc. Mais par contre, il n'exprime pas, de procès, il exprime seulement un temps, il exprime seulement la moitié de ce qu'exprime un verbe normal. Donc, il sert essentiellement à modifier donc, des phrases, des phrases sématiques qui sont déjà constituées d'un noyau prédicatif et kana reste en dehors. Donc, kana peut être considéré comme un verbe intermédiaire entre le verbe et la particule, même s'il reste du côté du verbe, il le penche quand même vers la particule. Donc, vous voyez, c'est une illustration parmi d'autres de cette notion de centre et de périphérie. Il y a des verbes centraux comme frapper, par exemple, hein, et puis il y a des verbes périphériques comme kana, être, auxiliaire. De même, il y a des particules plus ou moins typiques qui, normalement, précisent soit n'ont pas de réaction, soit ne régissent qu'un seul cas, ils n'ont pas le génitif en général, et ne régissent pas deux. Donc, inna, de ce point de vue-là, régit deux cas, il régit les mêmes cas que le verbe, et par conséquent, il est périphérique par rapport à la particule. Alors là, j'ai pris un cas relativement simple, celui de inna, qui reflète une règle de grammaire basique que j'ai apprise en première année d'ortho. Mais j'avais mentionné au départ que la tradition grammaticale a conservé pieusement et comme des objets
un patrimoine précieux laissé par les ancêtres, un très grand nombre de données disons, périphériques, en tout cas archaïques, rares, etc., etc., sur lesquels je dois m'arrêter un petit peu là-dessus parce que ces données, elles ont beau être rares et périphériques et très souvent complètement aberrantes du point de vue des règles de base, il ne faut pas moins leur en donner, il ne faut pas moins leur donner un statut dans la théorie. Il faut pas moins leur donner une place dans l'organisation de la langue, parce que le grammairien, il est là pour ça, il est payé pour ça, et ça fait partie de je dirais, de ses obligations professionnelles. Alors, oui. Alors, ouais. Bon, il y a un petit trou dans mon handout, je vais essayer d'être clair quand même. Données complètement différentes que je prends cette fois-ci à un grammairien un peu antérieur, c'est un des maîtres du maître de Zajaji, qui est Al-Mubarrid, qui est mort en 1998. Il s'agit d'un fait de phonologie. J'évite en général de vous en parler parce que la phonologie, c'est quand même assez vernaculaire, mais là, c'est quand même relativement, bon, pas trop compliqué et relativement parlant. Donc, il consacre un chapitre, 2 pages tout de même, à un fait tout à fait bizarre, c'est que le mot qui veut dire arc, house, en arabe bien sûr, a un pluriel tout à fait aberrant qui est récit. Le pluriel, moi je l'ai jamais rencontré, hein. Le pluriel le plus connu c'est arquois, qui est un pluriel parfaitement, forme de pluriel tout à fait banale pour les mots de ce type. Mais ce pluriel récit est attesté, enfin au moins dans la poésie, je suppose, ancienne, ou en tout cas, ça fait partie du corpus que les grammairiens ont hérité, et par conséquent, il faut y trouver une explication. Alors, d'après Barré, donc, le schème de Pessis serait fa'oul, c'est-à-dire que la forme qu'il devrait avoir, la forme théorique qu'il devrait avoir est Qous. Sur le modèle, alors c'est sur un modèle pluriel également très courant, qui est, on trouve par exemple Ka'b Ka'oub, le coude, ou Saqr Suqur, qui veut dire le faucon. Toutefois, le Qous, il y a une science Oubou qui répugne aux Arabes, dit-il, et donc ils l'ont transformé. Ils l'ont transformé comment? Alors, par étapes, parce que la morphologie, la phonologie, telle que la voit la grammaire arabe, ça ressemble un petit peu, enfin de très loin, au modèle de Sound Pattern of English, de Chomsky et Hall, encore de cela. Donc, il y a des règles qui s'appliquent de façon successive à une forme sous-jacente. La forme sous-jacente étant Qous. Alors, le premier processus, un processus de métathèse, c'est que Qous va être transformé en Qosou. Alors là, c'est un processus de métathèse. Ce genre de processus n'est pas complètement inconnu en arabe, mais en l'occurrence, il est complètement idiosyncrasique ici. Il n'y a pas d'autre cas où ça s'appliquerait à un mot du même type. Donc, Qous devient Qosou. Ensuite, alors il y a une règle très générale, du moins telle que la conçoivent les grammairiens arabes, qui dit que le we devient ye quand il est à la fin d'un mot de 4 consonnes. Les 2 we comptant comme des consonnes. Là, les consonnes, pour les grammairiens, c'est pareil. Donc, koso devient kosoui. Évidemment, c'est encore plus moche que kous. Et ensuite, il y a également un phénomène général très courant, l'assimilation agressive, qui va transformer kosouille en précis. Vous voyez qu'ici, pour rendre compte d'un fait qui apparemment est complètement aberrant, comment on a manipulé les règles. On a commencé, bon, il fallait bien tout de même une règle idiosyncrasique, enfin, processus idiosyncrasique au départ. Cela dit, c'est un processus de métathèse. Après tout, des métathèses, il y en a, enfin, le processus est connu, fait partie des processus répertoriés dans la phonologie
grammairien arabe, mais une fois qu'on a obtenu que ce processus de métathèse est accompli, en fait, on rentre dans le régime général, on va appliquer c'est l'application de règles très générales qui permettent d'obtenir la forme. Donc, je fais ce petit interlude chronologique pour illustrer justement la façon dont il faut souci qu'ont les grammairiens de toujours retrouver, de toujours donner une place à tout phénomène et ne jamais dire, enfin aussi, disons, éviter dans toute la mesure du possible, même au prix d'un certain acharnement épistémologique, à dire qu'un phénomène est aberrant ou idiosyncrasie, totalement, une totale exception. Alors, des phénomènes donc, j'en viens maintenant à un troisième cas qui me paraît également intéressant, qui vient chez Sibawayhi. Vous voyez qu'on revient un petit peu, comment dirais-je, toujours un petit peu en arrière, on remonte dans le temps, à propos d'une question qui m'a paru, enfin qui est tout à fait marginale dans le Kitab, si vous voulez, ou en tout cas marginale dans l'usage, et qui traite de données qui ne sont attestées à ma connaissance que dans le Kitab, mais qui n'en sont pas moins intéressantes à bien des égards. Donc il s'agit d'un chapitre concernant un cas extrêmement particulier qui relève, c'est intéressant de le noter aussi, qui relève d'un usage oral spontané, non pas, donc nous verrons que Sibawayhi a même observé, oui, c'est pas dans le handout que je vous ai donné, hein, c'est un supplément, mais ça me paraissait nécessaire de le mettre, donc vous l'avez sur l'écran. Donc, il s'agit de données qui relèvent d'un usage oral spontané, qui sont toujours dans les situations de dialogue et qui impliquent, intéressant aussi, une espèce de dysfonctionnement dans l'échange, dysfonctionnement dans la communication. Donc, le chapitre s'appelle, alors traite cette fois-ci, vous voyez, d'une particularité des parlers du Hijaz, donc des parlers de la région, vraiment plus innovants. Sache que les gens du Hijaz, lorsqu'on leur dit Ra'aytu Zaidan, j'ai vu Zaid, accusatif, disent Man Zaidan, qui ça Zaid, pour l'accusatif. Et si on leur dit Marartu bi Zaidin, je vous ai passé devant Zaid, génitif, ils disent Man Zaidin, qui ça Zaid, génitif. Quant au Banu Tamim, donc à l'autre grand groupe dialectal, ils ont toujours le nominatif Man Zaidun, qui est Zaid, ce qui est plus régulier. Bon, donc il s'agit, d'une différence qui concerne une fois plus l'usage distribution des marques casuelles. Normalement, quand on pose une question normalement, le nom en principe employé marqué au nominatif. Alors, les gens du Hijaz, eux, ils font autrement. Les Hijaziens, en revanche, construisent leurs propos comme s'ils citaient ce qu'a dit leur interlocuteur. C'est ce qu'on appelle, en terminologie grammaticale arabe, la hikaya. Le fait de reprendre littéralement un élément du discours précédent, y compris en lui gardant la marque casuelle qu'il avait à l'origine. Donc ici, Zaidan ou Zaidin doivent être considérés comme des citations, si j'ose dire, enfin en tout cas des reprises littérales du terme tel qu'il a été produit par le co-énonciateur.
Sibawayhi précise qu'on ne peut en user ainsi qu'avec le nom propre dominant, celui qui désigne l'individu, c'est-à-dire celui qui désigne l'individu dans sa singularité. En effet, bon, le nomastique arabe médiéval est extrêmement riche. Il y a des tas de façons de désigner quelqu'un par un nom propre, par son nom personnel, par son patronyme, par un surnom d'usage, etc., etc. Bref, ici, c'est le nom propre, donc dominant. Je ne sais pas comment le traduire. C'est mal. La traduction n'est pas très satisfaisante, mais j'en ai pas d'autre. Et ce n'est pas possible avec autre chose. Point important. Et on a recours à la citation de Man Zaidan, donc, que pour interpeller la personne interrogée. Badaratan lil mas'oul. Alors, arrêtons-nous un petit peu là-dessus pour essayer de comprendre à quoi ça correspond. Ce que Sibawayhi essaye de dire ici, ou a clairement perçu, intuitivement, mais peut-être, je pense qu'il n'a pas tout à fait les concepts pour l'exprimer de façon explicite. C'est quoi? Essayons de. C'est en fait quelque chose qui a trait à un problème pragmatique, hein, qui est dû au fait que dans l'échange en question, A dit à B, Raitu Zaidan, et l'autre renvoie Man Zaidan, c'est que il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que A dit à B, Raitu Zaidan, j'ai vu Zaid, et B n'a pas la moindre idée de qui est Zaid. Pour lui, ça n'existe pas. Zaid, ça ne correspond à rien. Il ne peut pas du tout identifier la personne dont il est question. Et donc, il emploie la citation, il emploie l'accusatif, les actes accusatifs, pour interpeller la personne interrogée. Donc, pour attirer son attention, en quelque sorte, sur le fait qu'il y a un dysfonctionnement dans la communication et qu'il ne voit pas de qui il s'agit. Mais il y a un peu plus que ça, bon, 2 ou 3 chapitres plus loin, Sibawayhi examine des faits de même genre et il relie la notion d'interpellation, si j'ose dire, Mubadara, à celle de réprobation, inkar. C'est qu'en fait, celui qui a dit Raïtou Zaïdana, en l'occurrence, a commis en quelque sorte une faute en parlant à B de quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Et donc, pour le co-énonciateur, B en l'occurrence, il entend, A lui a dit quelque chose qui contient un terme, Zaidan, hein, qui ne peut absolument pas interpréter. Et pourquoi il ne peut pas l'interpréter, et donc il ne peut rien en faire, hormis, si j'ose dire, le renvoyer tel quel à son destinataire, à son expéditeur, pardon, envoyer tel quel à l'expéditeur. C'est un pur flatus vocis dont on ne peut rien tirer. Et donc, pour marquer également une certaine réprobation à l'égard de quelqu'un qui lui parle d'une personne dont il n'a jamais entendu parler. Et à cet égard, Sibawayhi précise bien que ça ne peut s'utiliser qu'avec des noms propres. Pourquoi? Il ne dit pas pourquoi, mais nous savons qu'un nom propre n'ayant pas de contenu notionnel, un nom propre est totalement ininterprétable. Au moins, on ne peut l'interpréter en aucun point de vue. Par contre, comme il dit, si on dit Raïtu, tout à fait au dernier paragraphe, si on dit Raïtu Akha Khalidin, j'ai le frère de Khalid, c'est pas possible parce que à supposer naturellement que B connaisse Khalid, il peut au moins interpréter notionnellement Akhou Khalid. Il sait qui est Khalid, donc il peut imaginer que Khalid a affaire, tandis que Zaïd, pour lui, ça n'est rien du tout. Bon, ces explications étaient nécessaires pour comprendre maintenant comment ça fonctionne, comment s'articulent ici les données. Vous avez d'une part une donnée qui est régulière, hein. Là, c'est encore un des termes qui est RIAS, qui peut être considéré comme étant la règle, qui est l'usage des banoutamines.
qui consiste simplement à utiliser correctement, comme l'usage de base, des marques casuelles. Vous avez un usage qui est moins régulier, qui est celui des gens du Hijaz, mais qui a sa place parce qu'on a un outil, si j'ose dire, la notion de citation, qui permet de lui donner sa place dans l'organisation, dans l'économie générale de la langue. Maintenant, on va aller encore plus loin, car ce n'est pas tout. Bawahi nous dit, ce qui lui arrive quelquefois dans le kitab, et c'est assez rare chez les grammairiens, j'ai une fois entendu un bédouin répondre à un homme qui lui demandait, à propos de quelqu'un d'autre, Alaysa Qurashiyan, n'est-il pas Qurayshite? Laïsa bir Qurashiyan. Il n'est pas du tout Qurayshite. Alors, Qurayshite, c'est un adjectif qui est tiré du nom de la tribu qui était dominante à la Mecque, la tribu à laquelle appartient notamment le prophète. Donc, tribu qui, en tout cas, à l'époque islamique, est relativement prestigieux. Donc, le bédouin, la question qu'on lui pose, Alaysa Qurashiyan, donc Laïsa, un verbe accusatif, c'est tout à fait normal, et la phrase est parfaitement correcte. Le bédouin, lui, qui est un bédouin, n'oublions pas, donc quelqu'un qui sait utiliser, par intuition, utiliser correctement les marques casuelles, lui répond Laïsa bir Qurashiyan. Il n'est pas du tout Qurayshite. Or, Qurashi, c'est pas du tout un nom propre. Par conséquent, on a un cas encore plus périphérique que le précédent, dans lequel la règle, le principe selon lequel cette procédure de la citation ne peut être employée qu'avec les noms propres, est enfreint, et on l'a avec un adjectif ici tout à fait normal, tout à fait pur adjectif. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, bon, il y a deux façons de voir les choses. La façon dont fait Sibawayh, là, ce qui est alors, ce qu'il ne peut pas faire, c'est disqualifier cette donnée, dire que c'est une faute, que le bédouin avait bu un coup de trop, qu'il savait pas, c'est un bédouin qui savait pas utiliser les marques casuelles et tout ça. Ça, c'est strictement impossible. On ne peut pas le disqualifier, d'autant plus que c'est évident que s'il considérait la donnée comme incorrecte ou grammaticale, il n'aurait pas mis dans son kitab. Même si c'est un bédouin qui l'a dit, il aura probablement oublié commodément, parce que les grammairiens font ça aussi de temps en temps. Donc, pour lui, c'est partie, Laïsa bir Qurashiyan, c'est partie de la Arabia, et donc il faut en tenir compte, même si ça enfreint la règle qu'on vient de donner. Donc, on va trouver ça un peu plus loin. Si on dit Raïtu Khalidin, donc je prends le dernier paragraphe, il n'est pas possible de dire Man Akha Khalidin, qui ça le frère de Zayd, de Khalid, sauf en suivant l'usage de ceux qui disent Laïsa bir Qurashiyan. La règle est employée le nominatif, la règle, il y a encore un al-wajh, un terme qui veut dire la règle. Alors, sauf en suivant l'usage, alors là, nous arrivons, je dirais, au dernier stade de la marginalisation, si j'ose dire, c'est qu'il y a malgré tout dans le corpus des données qui ne sont pas qui sont incorrectes ou agrammaticales, ou en tout cas rejetées dans l'usage normal, et que par conséquent, et qui en plus, on ne peut pas leur donner, c'est difficile de leur trouver une place, même en réfléchissant des règles. Donc, on va dire que c'est un usage particulier, qu'on appelle en arabe l'oura, c'est-à-dire qui veut dire à la fois langue, dialecte, variante dialectale, variante. C'est qu'il y a certains arabes, on prendra acte du fait qu'il y a certains arabes pour qui ça ne pose pas de problème d'employer cette construction avec
autre chose qu'un nom propre. Et bon, il faut en prendre acte, il ne faut pas forcément les imiter, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, on est arrivé je dirais, à l'ultime à l'ultime cercle de la périphérie en ce qui concerne cette donnée. Voilà, écoutez, ça a été assez court, mais j'avoue que sur ce point, je l'ai dit, cette question de règles m'a toujours posé beaucoup de problèmes. Donc, je pense que peut-être la discussion pourrait être plus féconde, hein, si je vous donne la parole. Et je m'en tiens là pour cette fois-ci. Merci beaucoup, Jean-Patrick, pour cet exposé qui était, tu as dit qu'il était court, mais il était tellement dense et tellement riche qu'effectivement, je pense qu'on va beaucoup discuter. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc, je passe la parole au public. Moi, j'aurais une question à te poser, Jean-Patrick. Oui. Peut-être un peu en marge de la thématique du séminaire, mais comme tu l'as évoqué dans ton exposé, quand c'est sous le point 5 de ton exemplier, tu as expliqué qu'il y avait une façon de présenter les choses sous un aspect dialectique ou faussement polémique, sous un aspect de débat, mais que c'était a priori, enfin si j'ai bien compris, hein, complètement artificiel en fait, qu'il n'y avait pas une véritable discussion, c'était une... Vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. C'était une façon de présenter les choses, ça aurait pu être autrement, mais ça s'est fait comme ça. Pourquoi cette forme d'exposition et est-ce qu'on sait d'où elle vient? Oui, je pense qu'elle vient effectivement de véritables polémiques. Il faut bien voir que, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, pas seulement en grammaire, mais dans pratiquement toutes les disciplines théoriques de l'islam médiéval, que ce soit la théologie, le droit, d'autres encore, c'est que ça se fait toujours par questions et réponses, hein. La façon normale d'exposer une question, c'est tu exposes, disons, une règle générale, enfin, générale, et ensuite tu vas une définition, ou n'importe quoi, enfin, un énoncé un petit peu général, et ensuite tu vas développer tel ou tel aspect sous forme d'une question fictive. C'est-à-dire, la question, c'est « et si quelqu'un nous demandait pourquoi vous faites ça comme ça ?» Nous répondrions « gna 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 », ou la réponse serait « gna 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 ». Hein. Donc là, c'est un procédé extrêmement général, mais je pense qu'au départ, il provient effectivement du fait que ces disciplines sont développées dans un contexte, sinon polémique, du moins un contexte d'oralité. Ça se passe par discussion, éventuellement entre le maître et le disciple, ou entre deux chers collègues qui ne sont pas d'accord sur une question, mais que la disputatio est un élément essentiel de la production des connaissances. D'ailleurs, très souvent, il pouvait arriver qu'il y ait des disputationes, si je peux employer, enfin, je ne vois pas ou des disputations publiques, hein, qui étaient éventuellement sponsorisé par quelques grands personnages qui proposaient une bourse pour le vainqueur, enfin des trucs comme ça. C'était un sport intellectuel particulièrement pratiqué jusqu'à une période très tardive. D'accord, donc je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, alors, je veux dire, il y a un usage qui est purement fictif, ou en tout cas conventionnel, hein, de la chose. Mais je pense qu'au départ, à l'origine, ça se base sur quelque chose de réel. D'accord. Merci. Merci beaucoup et c'est très intéressant et le terme disputationes est tout à fait approprié. On a la même chose dans le monde latin, c'est un tic de langage des grammairiens, des logiciens, de dire « si quis querat, tunc respondendum est ». Et en fait, ça permet d'ajouter des précisions. C'est une façon d'introduire des précisions. C'est exactement la même chose en arabe, littéralement c'est la même chose. Hein,
c'est frappant à quel point ça se ressemble. Et on a la même chose en Inde aussi. Bah, tu vois. Contre en syriaque, si c'est question-réponse, c'est tout le temps dans un contexte didactique. Je remarquais que c'est une différence frappante. En fait, on ne trouve pas tellement le contexte polémique. On le trouve chez des auteurs syriaques qui écrivent en arabe. Mais en syriaque, si les genres de la question-réponse, on le trouve fréquemment dans la grammaire, mais c'est des questions des élèves. Enfin, ce n'est pas des questions de quelqu'un qui aurait une objection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets d'intervenir. Alors, Francesco? Bonjour Jean-Patrick et merci beaucoup. Il y aurait plein de choses que je voudrais te poser, beaucoup de questions que je voudrais te poser. Alors, une première, disons dans les traités tardifs, on voit apparaître, notamment dans les titres de petits manuels, surtout de grammaire, le mot de qa'ida, qawaid, pour parler justement littéralement, ce sont les bases de la grammaire. C'est un terme qui souvent finit par indiquer en fait les règles, les bases comme étant les règles, et qui aujourd'hui, dans l'esprit des locuteurs natifs, identifie, c'est le terme qui est utilisé en général pour parler de la grammaire. Est-ce que, d'après ta connaissance et tes vastes lectures, quand est-ce que tu as rencontré ces termes pour la première fois, je veux dire chronologiquement parmi les auteurs arabes, quand est-ce qu'on peut identifier le début de l'utilisation de ces termes dans un contexte de définition des bases, dans un sens élargi de règles, de normes? Alors, en ce qui me concerne, mais je ne prétends pas du tout que mes lectures soient si vastes que ça, là, c'est tardif en tout cas. L'une des premières attestations à ma connaissance, c'est un ouvrage, un petit résumé de Ibn Hisham. Donc, il est mort en 1340, si je ne m'abuse, 1350, je ne sais plus, qui s'appelle Al-I'rab fi Qawa'id al-I'rab. Donc, qui veut dire ces titres à rime interne dont on raffole à l'époque, le livre étonnant ou extraordinaire sur les règles de l'assignation des marques casuelles. Qui, en fait, c'est une version abrégée ou un résumé. Enfin, ça correspond à la partie centrale de la Bible. Ça traite surtout de syntaxe des phrases complexes. Mais en même temps, le terme qawa'id, effectivement, est devenu aujourd'hui l'équivalent de grammaire comme discipline scolaire. Mais en regardant, j'aurais peut-être dû le faire plus attentivement, mais en regardant de près, j'ai pas l'impression. Enfin, il y a certainement des cas où qawa'id ou qa'ida correspond à règle, ce que nous entendons par règle, mais pas toujours. Ça peut être également des principes généraux, quelque chose comme qui serait à peu près l'équivalent de asl, c'est-à-dire un principe général, mais qui peut s'appliquer ou ne pas s'appliquer, ou s'appliquer de toutes sortes de façons, et donc qui ne donne pas véritablement, définit pas vraiment une norme qui serait, comment dirais-je, univoque et quelque chose qu'on pourrait appliquer directement et produire du résultat qui soit grammaticalement correct. Mais bon, il faudrait regarder plus près. Ça, je suis d'accord avec vous. D'autres questions? Moi, j'ai trouvé absolument fascinant le fait de distribuer ça spatialement entre centre et périphérie. Mm-hmm. C'est vraiment une vision particulière et je crois assez stimulante. Et j'ai bien aimé aussi l'expression d'acharnement épistémologique qui contrastait avec ce que Lionel nous a décrit la dernière fois
qui était un grammairien qui disait « Ah bah ça, on ne l'a pas vu passer, voilà, on n'a pas fait attention, on ne l'a pas décrit, on l'a laissé passer. » Et ça me faisait repenser à ce que disaient les commentateurs sur Priscien au XIIe siècle, qui se félicitaient que Priscien essaye systématiquement d'expliquer toutes les règles, de justifier toutes les règles, de justifier toutes les exceptions à toutes les règles. Et au XIIe siècle, ils trouvaient ça absolument génial comme façon de faire. C'est un cas, par exemple, où Priscien dit que tous les mots de la 4e déclinaison en ous désignent tous des incorporels. Et puis, évidemment, se pose le problème de vultus, le visage. Ah oui. Priscien dit tout de suite « Ah oui, mais vous savez, il y a une différence parce que facies, c'est le visage aussi, mais c'est l'endroit où s'exprime le vultus. Vultus, c'est la volonté, donc c'est bien incorporel. » Voilà. Donc, Oui, ça, je vois tout à fait le genre d'explication que des grammairiens arabes pourraient trouver aussi, pouvaient suivre aussi. Oui, oui. Ils participaient du même sport. Et Manous, c'est pas une 4e déclinaison? Oui, mais il va masculin. Ah, d'accord. Okay. C'est toujours très compartimenté. Est-ce qu'il y a encore des discussions? Oui, peut-être je veux. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Merci pour ce exposé très riche. Vous avez mis dans votre exposé l'accent beaucoup sur cette variation dialectale entre de Hijaz, d'une part, et les dialectes de Nîmes plus particulièrement. Je vais savoir, parce que moi, je trouve toujours qu'il y a une controverse entre, par exemple, les grammaticales et surtout Excusez-moi, mais la communication, le son est très haché. Il y a des trucs que je n'ai pas entendus. D'accord, c'est mieux comme ça? Non, j'entends plus rien là. Allô, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends clairement en fait. Ah bah, c'est votre, je sais pas, c'est votre. Bon, je vous écoute, allez. En fait, je disais que vous avez mis dans votre exposé l'accent vernaculaire entre les dialectes de Hijaz et les dialectes de Najd ou de Tamim. Et donc, j'aimerais bien savoir, je sais très bien que moi, le Daesh a gagné le terrain à un moment sur les autres dialectes. C'est du fait que révélé par ce dialecte. Mais je vais savoir comment les grammairiens ont fait en fait vraiment régler ce problème de variation dialectale et quel était l'impact de cette variation sur la notion de grammaire, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le dialecte de Hijaz qui a été basé pour trouver une solution? Ah, on vous a de nouveau perdu là. Bon, mais je crois que j'ai à peu près compris la question, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Vous m'entendez? Là, je vous entends, oui. Ça coupe un peu, excusez-moi, à cause de réseau. Oui. Donc, j'ai posé la question que vous avez parlé de l'interface et qui était souvent l'affaire des grammairiens koufiens, alors que les grammairiens de Basra ont sur ce qu'on appelle l'oral. Donc, la situation était réglée, constituait cette notion de grammaire qu'on trouve aujourd'hui. Bon, je vais essayer de vous répondre à du moins ce que j'ai entendu, parce que c'était pas toujours très bon. Il y a des passages qui ont sauté. Alors, une première chose, c'est que bon, d'abord, la différenciation entre les deux grands groupes de dialectes, c'est le classique qu'on trouve chez tous les grammairiens arabes. Il y a de nombreux cas où ils opposent parler de Banu Tamim à celui des. Enfin, marque des différences entre le parler des Banu Tamim et celui des Hijaz. Bon, avec encore des sous-variantes, hein, parce que ces deux grands groupes ne sont pas complètement homogènes non plus.
Cela étant, en ce qui concerne l'arabe classique, je ne dirais pas que c'est forcément les parlers du Hijaz qui sont emportés. En fait, si on regarde de près, les traits qui sont attribués par les grammairiens arabes, parce qu'il faut faire attention au fait que nous avons ça par toujours des transmissions à long terme, sur le long terme. En fait, on peut dire que l'arabe classique, celui qui s'impose, disons, chez les prosateurs à partir du 9e, 10e siècle, c'est une espèce de compromis en fait entre des parlers du Hijaz et les parlers des Banu Tamim. Vous trouvez un certain nombre de si vous regardez le nombre de traits, c'est à peu près autant de part et d'autre. Maintenant, je ne me souviens plus. Oui. Comment est-ce que les grammairiens arabes l'ont réglé? Ils ne l'ont pas réglé. Ils ont simplement pris acte. Pour eux, ça faisait partie de l'arabiya. L'arabiya n'est pas quelque chose qui est complètement unifié, univoque. Hein, il y a plusieurs traits. Et de toute façon, par exemple, il y a de nombreux traits tamimites qui ne sont pas vraiment classiques, qu'on va retrouver en poésie, par exemple. Parfois pour des raisons, non pas parce que les Banu Tamim comptaient des poètes assez prestigieux, mais tout simplement pour des raisons métriques. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir quelque chose comme katabahu dans un vers. Hein. C'est impossible d'avoir 4 consonnes, 4 voyelles brèves, 3 consonnes, 3 voyelles, 3 syllabes brèves suivies d'une syllabe brève ou longue. Donc, vous êtes obligé d'avoir katbahu, qui est un tamimisme classique. Hein. Donc, pour les grammairiens, ça ne pose pas de problème. Hein. Pour eux, tout ça, c'est l'arabe. D'accord. En fait, moi, j'ai lu je vais saisir j'ai lu un moment une hypothèse, je vais saisir cette opportunité pour vérifier. Oui, dites-le vite parce que c'est pas coupé. Oui, en fait, je sais que le nominatif, c'est-à-dire le dialecte de Tamim, je ne sais pas, ils ont dit que le nominatif était parce qu'il était plus facile pour parler. Est-ce que ça peut être une... Écoutez, moi, je ne sais pas, ça me paraît tiré par les cheveux. Je vous dirais franchement, ça me paraît tiré par les cheveux. Enfin, je ne connais pas l'auteur auquel vous référez. En tout cas, rien dans ce qu'ont dit les grammairiens arabes ne permet de le conclure. Hein, c'est ce que je peux dire. Personnellement, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Ça mériterait en tout cas d'être examiné de près. D'accord, merci. Oui, ça en fait. Merci. Oui, c'est vraiment fascinant, je trouve, de voir cette largesse de vue où on enregistre des variétés sans les classer l'une par rapport à l'autre. C'est un peu exotique par rapport au monde latin où il y a une bonne façon de dire et quand il y a des déviations, on va dire que bah oui, mais c'est les Witustissimi, c'est les très anciens qui parlaient comme ça, c'est de l'archaïsme ou alors c'est une licence poétique, mais il y a toujours une bonne façon de faire et des écarts par rapport à la norme. Mais peut-être que Bernard me corrigerait sur ce point. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'au fond, les grammairiens arabes comme je le disais, ne sont pas tellement intéressés à codifier une norme. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que la grammaire, en général, les traités sur lesquels on travaille, c'est ceux qui ont subsisté, donc des traités qui ont déjà une forte ambition théorique. Je pense que la grammaire qui s'enseignait à un niveau élémentaire, évidemment, commençait par enseigner qu'il faut lire comme ça et pas autrement. Mm-hmm. Et que les gens qui arrivent au stade où ils peuvent suivre un enseignement de grammaire, disons, de haut niveau, c'est-à-dire le genre qui va se refléter dans les traités sur lesquels nous travaillons, bah, ils savent déjà comment on dit, ils n'ont pas besoin qu'on leur répète. Ils vont plutôt s'intéresser, parce que ce qui fait le prestige d'un grammairien ou même d'un lettré lambda,
l'islam médiéval, c'est de connaître plein de choses que les autres ne connaissent pas. Bon, c'est partout pareil. Donc, savoir discuter sur le pluriel du récit, ça montre que déjà, on est quelqu'un de bien, quelqu'un de cultivé. Bien, même si jamais on va utiliser le pluriel récit dans la conversation courante, même si on est un archer émérite, ça n'a aucune importance. Je vois que c'est qui était à un moment donné, ce que j'ai lu, que lui, lorsqu'il a coup d'exemple, etc., il dit que je prends ce modèle et comme l'orat, comme il a dit Jean-Patrick. C'est-à-dire, ils n'ont pas exclu des variations. Ben, ça ne signifie pas qu'il y en a un moment de forme qui sont pas du tout correctes, qui étaient mises à part. Et c'est la question, je pense qu'entre pas ou le Koufa et le Basra. Le Koufa aime beaucoup souvent les rites. Et c'était juste souvent, je ne sais pas, à mon avis, pour se prendre la tête avec les grammairiens de Basra ou pour alimenter peut-être. C'est pour ça les grammairiens élus, ils ont dit qu'on n'a jamais entendu. Donc il y a eu des moments où on a exclu vraiment certaines notions ou certains. Mais en globalité, il y a une certaine façon comment dire, de comprendre la variation et la richesse à un moment donné et que voilà, ce sont des lourats, des dialectes, c'est pas faux, mais oui, enfin, je pense que globalement, effectivement, on peut dire, en fait, cette histoire d'école de Koufa et Basra, c'est toujours un petit peu compliqué, à mon avis. Surtout, on a tendance parfois à en faire des espèces d'hypostases, comment dirais-je, ahistoriques et tout, alors qu'en fait, ils ont coexisté à une époque tout à fait limitée, c'est-à-dire entre la fin du 8e et la fin du 9e siècle. À partir du 10e siècle, pratiquement, à partir de la mort de Sarlab en 903, l'école de Koufa est en voie d'extinction. Mais il faut voir que beaucoup de choses que nous avons héritées sur les écoles, parce que nous avons hérité sur les écoles de Basra et Koufa, proviennent en fait de la période la plus tardive, celle où le Kitab de Sibawayh commence à s'imposer comme ouvrage de référence fondamental, comme texte fondateur. Et ça, c'est essentiellement grâce à l'action de gens comme Mubarred, donc de l'école dite de Basra. Donc la différence entre les Basriens et les Koufiens, c'est que les Basriens, eux, disposent d'un texte fondateur qui est une description globale de l'arabe, description d'ensemble de l'arabe, alors que les Koufiens travaillent plutôt sur des fragments, sur telle recension, telle variante de lecture du Coran, tel poème, tel vers, etc. Et par conséquent, comment dirais-je, ils sont peut-être plus ouverts, effectivement, ils n'ont pas un système qui leur permet de dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Cela dit, je ne pense pas que les Basriens, effectivement, Al-Mubarrid en tout cas, tend à rejeter effectivement un certain nombre de données, notamment certaines variantes de lecture du canonique du Coran qu'ils considèrent comme absurdes, etc. Mais là aussi, je me méfie un petit peu des affirmations de type général et global. Il faudrait vraiment aller voir les choses précisément sur pièce. Mais je dirais, peut-être pour rebondir sur votre question, à propos des grammairiens arabes, il faut faire une différence très nette entre ce qui est correct, ce qui est du bon usage, et ce qui est grammatical. C'est-à-dire, il y a des constructions qui sont grammaticales, mais qui ne sont pas considérées comme correctes. L'exemple le plus classique, c'est, Madiane me comprendra, même je vais m'expliquer, l'urat man qala kalil bararis, qui est considéré comme de l'arabe, fait partie de l'arabia, donc c'est une construction grammaticale, mais c'est quelque chose qui est également considéré à un autre niveau comme incorrect et à éviter dans le bon usage, qui est l'ahn al-awam.
C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est, je dirais, exactement le même processus que le bédouin qui dit Laïsa bi Qurashiyan. Ça ne peut pas être diagrammatical par définition, puisque c'est un bédouin qui l'a dit et qui a été transmis par une autorité comme Sibawayh. Et on va le retrouver pieusement repris, alors que c'est totalement aberrant, hein, dans des traités enfin, je l'ai retrouvé dans la Rachet al-Khodari qui date du XVIIe siècle, mais ça doit s'être perpétué après. Donc, ça. Donc, oui, voilà, l'important, c'est donc de distinguer entre donc ce qui est grammatical et ce qui est correct, ce qui n'est pas forcément la même chose. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on retrouve dans l'autre sens, précisément dans la grammaire grecque, avec la règle de l'accord du neutre pluriel, dont on a fait cas la semaine dernière, cette règle qu'on apprend à l'école quand on apprend le grec, un sujet au neutre pluriel, ça prend un verbe au singulier. Azoatrekei, c'est ça. Azoatrekei, voilà. Exactement. Vieux souvenir. Voilà, et donc Apollonius Discol, lui, est très embarrassé devant cet exemple qui est précisément non grammatical pour lui, mais il est correct parce que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Pourtant, ça ne doit pas entrer dans un canon, c'est pas possible. Voilà. Donc ce serait un peu le phénomène inverse en quelque sorte. Oui, sauf que là, Sibawayh, bon, c'est un cas un peu semblable puisqu'il s'agit également d'un cas d'accord. C'est que normalement en arabe, quand le verbe est antéposé au sujet, c'est-à-dire que c'est l'ordre typique verbe, sujet, objet, le verbe ne s'accorde pas en nombre, il s'accorde seulement en genre. Donc il faut dire, non pas, je sais pas, on ne peut pas dire qamu ar-rijal au pluriel, il faut dire qama ar-rijal. Hein. Cela dit, il y a les hommes se sont levés, les hommes s'est levé littéralement, un peu comme Tazoatrekei si vous voulez. Mais pour Sibawayh, qui a le premier à en faire état, il y a des Arabes qui le disent, et en fait, pour lui, ce n'est pas absurde, dans la mesure où ça s'explique, parce qu'après tout, si le verbe s'accorde en genre, c'est bien pour annoncer par avance que le sujet est au féminin. On pourrait très bien ne pas le faire. D'ailleurs, il y a des bédouins qui ne le font pas, précise-t-il. L'accord en genre n'est pas, quand le sujet est un animé féminin, n'est pas obligatoire. Il y en a, au contraire, qui font l'accord en genre et en nombre, hein, pour annoncer de la même façon par avance que le sujet est au pluriel, ce qui n'est pas forcément absurde. Donc pour lui, ça a quand même une place. Vous voyez, il y a ceux qui font aucun accord, il y a ceux qui font l'accord seulement en genre, puis il y a ceux qui font l'accord en genre et en nombre. Et tout ça, c'est de la arabia. Enfin, disons, on a l'impression que pour lui, finalement, la juste voie, c'est une bonne moyenne, c'est-à-dire de faire justement uniquement l'accord en genre et pas. Oui, c'est ça, d'accord. Donc il y a toujours ce souci quand même de donner une place. Quand je dis que ce n'est pas agrammatical, quoique c'est grammatical, c'est que ça veut dire qu'il faut lui donner une place et trouver une explication. Oui. Alors des fois, bon, c'est tiré par les cheveux. Bien sûr. Je n'ai pas pris quelques exemples particulièrement saugrenus, mais il y en a. Oui, il y en a plein aussi. Moi, j'ai une question. Pardon, oui, Bernard. Oui, il me semble, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Anne, c'est que c'est moins, dans ta tradition, c'est moins que dans la tradition latine, l'idée de règle-exception. Je n'ai pas entendu dire, et de même, règle-exception, ça peut entraîner aussi le fait que, du coup, des règles peuvent être contradictoires entre elles. Et donc, tu auras contradiction de règles, il faut les résoudre. Ça, on trouve ça très nettement chez Priscilla, par exemple. J'ai l'impression que pour toi, ça ne se pose pas en ces termes. Non, en effet.
je disais, la notion de règle est difficile à cerner chez les grammairiens arabes, mais chez les exceptions, elle est encore plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, ce bédouin qui disait qu'il était question dans l'extrait de Sibawayh, est-ce que c'est une exception? Il ne le dit pas. Non, honnêtement, je crois que la notion d'exception, en fait, elle est inséparable de celle de règle, et comme celle de règle n'est pas vraiment, à mon avis, pertinente, du moins dans le sens où il s'est solidifié dans la tradition occidentale, celle des d'exception non plus. Les conflits de règles, est-ce que il peut y en avoir, mais c'est uniquement quand c'est basé sur des données empiriques, plus ou moins. Enfin, que ça a un effet sur les données. C'est-à-dire que si tu appliques telle règle, tu obtiendras tel et tel truc. Si tu as telle forme, telle construction, si tu appliques une autre règle, bah, tu en auras une autre. Par exemple, ce n'est pas un conflit, c'est plutôt une hiérarchie. Oui, c'est-à-dire, par exemple, ici, dans l'exemple de Sibawayh, hein, la forme la plus simple, c'est d'employer le nominatif, après une question en qui. Mais on peut appliquer un autre principe qui est celui de comment dirais-je, de la reprise littérale. Hein. C'est pas vraiment une règle, mais comment dirais-je, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je sais pas comment le dire. En tout cas, c'est pas une exception. Hein. C'est simplement. C'est un bon usage, non? Un bon usage, enfin c'est un usage qui est moins bon que l'usage des Banu Tamim, hein, mais c'est quelque chose qui existe dans la langue et que donc, en principe, un locuteur peut employer. Ça, c'est pas interdit. Par contre, quand il dit qu'on ne veut pas l'employer avec un nom propre, l'employer autrement qu'avec un nom propre, effectivement, manifestement, c'est pas quelque chose qu'il faut imiter. Cela dit, j'ajoute que ce principe, évidemment, hein, ce passage de Sibawayh concerne un trait qui relève de l'usage spontané oral, et à partir du moment où cet arabe-là, n'est plus utilisé que à l'oral, que dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement contrôlées, ce genre de données n'a plus aucune pertinence. C'est je dirais presque une curiosité folklorique. Hein. Mais ça m'a paru intéressant. Enfin, je me suis arrêté dessus parce que ça me paraissait significatif dans un autre domaine de la manière dont Sibawayh est sensible à certains aspects sémantiques, enfin pragmatiques ou énonciatifs du langage. Et bon, c'est pour ça que je me suis penché sur ce chapitre dans le cadre d'un autre travail. Oui, Jean-Marie. Juste pour faire une remarque très brève, un peu générale, je trouve en t'écoutant, Jean-Patrick, finalement, je prends conscience en t'écoutant qu'un des problèmes qui est un peu au cœur disons, de la problématique, c'est justement ce que tu viens de formuler, ce qui vient d'être évoqué par plusieurs intervenants, c'est-à-dire qu'en fait, le conflit entre usage et règle, qui est évidemment en lui-même extrêmement gênant pour un grammairien, hein, s'il y a des usages qui contreviennent à la règle, qu'en faire? Pas 36 solutions, soit on les traite comme exception, soit on modifie la règle, etc. Mais je vois que dans certaines traditions, enfin dans la tradition arabe en l'occurrence, ce conflit ne pose pas de problème en lui-même. C'est au fond pour ça que la notion de règle est difficile à cerner dans la tradition que tu décris. Oui, parce que l'usage, on s'en fout. Enfin, l'usage contemporain, tu vois. Oui, mais en même temps, tu as évoqué le fait que vous pouvez constater que telle ou telle construction se dit, ça fait partie de l'usage, et la règle, c'est autre chose. Et voilà, il y a ces deux choses. Enfin, je voulais simplement faire cette remarque parce qu'au fond, dans la tradition française,
c'est quelque chose qui apparaît thématisé à un certain moment d'histoire, ça aussi. Les gens qu'on appelle les remarqueurs, au fond, c'est des gens qui font remarquer globalement aux grammairiens qu'il y a un usage, voire un bon usage, et quelqu'un comme Fajla est très sensible au fait que le bon usage, enfin celui qu'il promeut, mais bon, le fait qu'il promeuve tel usage n'est pas central dans ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un usage qui n'est pas la même chose que décrivent les grammairiens. Voilà. Et l'autorité du grammairien peut se trouver en défaut relativement à ce que l'on constate dans les pratiques. Oui, simplement, je dirais que dans la tradition arabe, ce qui est un peu différent, c'est que la question de l'usage, il faut vraiment avoir une idée, voir clairement de l'usage de qui. Il s'agit de l'usage des Arabes, enfin, en théorie, ce qu'on appelle al-Arab, c'est-à-dire les Arabes, mais c'est-à-dire les Bédouins, les Arabes nés et élevés au désert, qui ont conservé donc les racines dans leur société tribale traditionnelle, c'est-à-dire des gens qui ont disparu à peu près, dont les derniers ont disparu, enfin, quand on considère que les derniers ont disparu à peu près à l'époque de Sibawayh. Le dernier poète qui est considéré comme une autorité, c'est pas une question, pour dire les choses autrement, c'est pas une question d'usage, c'est une question d'autorité. Qui a l'autorité sur la langue. En l'occurrence, il s'agit donc de Bédouins, mais à partir dans le courant du IXe siècle, les derniers poètes qui sont considérés comme faisant autorité en matière de langue sont morts dans les années 790, c'est-à-dire à peu près dans la même... ils étaient un peu plus âgés que Sibawayh. Ils sont morts à peu près en même temps que le Khalil et Sibawayh, les deux premiers grammairiens dont nous avons vraiment quelque chose de substantiel. Par conséquent, à partir du IXe siècle, ces locuteurs, cet usage, ces locuteurs en tout cas ne sont plus qu'un mythe, à qui on attribue une intuition extraordinaire. Il savait non seulement, il ne faisait jamais de faute en parlant, mais en plus, il savait pourquoi il disait qu'il parlait comme il parlait. Vous avez vu déjà, bon, propos qu'on attribue à Al-Khalil, qui est probablement apocryphe, mais qui reflète bien l'idée qu'on s'en fait déjà au Xe siècle. Et donc, les grammairiens, à partir du Xe siècle, on va dire, travaillent sur un corpus qui est essentiellement un corpus clos et livresque, qui est constitué donc des données héritées de la tradition, c'est-à-dire des vers des poètes anciens, le Coran, bien entendu, avec toutes ces variantes nombreuses, variantes canoniques qui sont assez nombreuses, la poésie ancienne jusqu'aux années 790, et les proverbes, locutions, etc., bédouines transmises par des autorités faisant foi, par comme ce bédouin dont parle ici Sibawayh. Mais ce corpus est complètement clos, on n'a plus de contrôle dessus, on ne peut plus ni l'invalider, ni l'augmenter, ni le diminuer. Et l'usage, par contre, l'usage contemporain, fût-ce des bons auteurs, des auteurs qui sont reconnus comme étant des maîtres de la langue arabe, qui parlent plus éloquent qu'ils soient, à partir de cette période, donc du début du IXe siècle, n'a plus aucune influence. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas, en principe, utiliser un vers d'un poète, disons, du 9e ou du 10e siècle comme un vers témoin, au même titre qu'un vers d'un poète anti-islamique. Ça ne témoigne de rien, puisque soit il est conforme à ce qu'on connaît déjà, et auquel cas, bon, mais il n'y a plus rien à en dire, soit il n'est pas conforme, auquel cas c'est un solécisme. Ce qui me paraît important aussi de noter, c'est ça, si tu veux, c'est que c'est cette espèce de caractère, ce caractère, je dirais, mémoriel et patrimonial qu'on attribue à la langue, qui a abouti évidemment naturellement à la fois à la rendre abstraite et complètement mobile,
mais qui est une caractéristique importante, je crois, pour comprendre ce que font les grammairiens. Donc, la a été construite. Vous m'entendez? Oui, oui. Pour une fois, oui. Pour l'instant. A été construite autour de la notion de Al-Qiyas et l'usage, on va dire, As-Sama. Pensez-vous pas Al-Qiyas était plus sécurisant pour les grammairiens arabes puisque As-Sama ou l'usage a été donné avec l'ahn? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas comme ça. Je pense que As-Samar, ce n'est pas tellement l'usage, ce sont les données transmises, c'est-à-dire le corpus, tout simplement. Le corpus sur lequel on construit une grammaire, au moyen du raisonnement abstrait, bien sûr, qu'on appelle en l'occurrence Qiyas. Le problème, c'est que Qiyas, vous savez, ça a tellement de sens. Ça peut désigner des modes d'argumentation ou de raisonnement très précis, mais ça peut avoir un sens très général aussi, qui est tout simplement le raisonnement abstrait. D'ailleurs, parfois, Al-Farabi, le philosophe, emploie Qiyas pour désigner non pas le raisonnement par analogie, mais le syllogisme. Donc, non, je pense que quand les grammairiens parlent de Samar et de Qiyas, ils parlent simplement, ils ont la même chose que toute grammaire, travaille forcément sur des données empiriques, sur un corpus, et construit à partir de ça une représentation abstraite qui est par raisonnement. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi, je préfère voir les choses jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Jean-Patrick. J'ai l'impression qu'on... Je crois que Muriel avait peut-être une question. Pardon. Bonjour Muriel. Je n'ai pas vu la main se lever. Non, c'était pas. Je viens juste de la lever. Merci beaucoup pour cet exposé parce que c'était vraiment très intéressant. Et comme Anne, j'ai beaucoup apprécié l'idée de centre-périphérie. Et j'aurais voulu savoir si tu pouvais revenir sur la notion de versatilité. Est-ce qu'il y a un contraire de la versatilité? Est-ce qu'il y a des gradients de versatilité? Oui, je pense. Attends, j'essaye de... Oui, j'ai employé ce terme-là pour traduire un mot arabe qui a beaucoup... il est assez facile de comprendre, mais pas toujours facile de rendre. C'est en fait la liberté de manœuvre. C'est le fait que le verbe, lui, il peut déplacer... Enfin, il a une certaine liberté, comme on va dire un homme de tribu qui a joué pleinement de ses droits. Il peut déplacer, déplacer le sujet, le complément, alors que inna a le statut, je vais continuer à employer une métaphore tribale, le statut de ce qu'on appelait les mawali, les clients, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'origine arabe, mais qui sont rattachés à une tribu, qui sont protégés. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits, ils ne peuvent pas épouser les filles de conditions nobles, etc. Ils sont plus limités. C'est une idée qui est assez, là aussi, c'est une espèce de schéma, je ne sais pas comment le dire, une métaphore, qui est assez... on trouve à plusieurs endroits de la réflexion des grammairiens. On trouve l'idée également d'Ittissar, qui veut dire le fait de se mettre à l'aise. C'est que l'idée, c'est que les Arabes, bédouins évidemment, qui habitent les grands espaces, ils n'aiment pas être coincés. Donc, ils aiment bien avoir disposé de plusieurs moyens pour exprimer la même idée ou des idées semblables, sans être obligé de payer toujours la même. Ce qui permet d'expliquer également pourquoi, de temps en temps, on ne respecte pas la règle ou on prend des libertés avec la règle. Par exemple, il y a un cas, le cas typique de ce que les grammairiens appellent l'Ittissar, un des cas typiques, ce que les grammairiens appellent l'Ittissar, le fait de se mettre à l'aise, de prendre ses aises, c'est l'accord par proximité. L'exemple, c'est donc c'est la tanière d'un lézard au génitif, d'un lézard au génitif, abandonné au génitif aussi, comme si c'était le lézard qui est abandonné et pas la tanière.
plutôt que donc au nominatif, ce qui, logiquement, on dit, oui, mais enfin bon, c'est que les Arabes n'aiment pas être coincés, n'aiment pas qu'on les oblige à utiliser toujours le même cas, alors là, ils ont employé, ça peut s'expliquer par la proximité avec le mot qui précède. Donc, c'est une idée assez… naturellement, on y voit une supériorité de la langue arabe comparée à ces malheureux persans, araméens, ou Dieu sait quoi, qui sont toujours obligés d'employer les mêmes constructions pour exprimer les mêmes idées, alors que les Arabes disposent de liberté de manœuvre. Pardon, est-ce que dans le cas de cet accord de proximité d'un adjectif avec un génitif plutôt qu'avec le nominatif, est-ce qu'on ne parle jamais d'un solécisme, donc, dans ce cas-là? On ne peut pas, c'est un bédouin. D'accord. Non, c'est par construction, hein, c'est par hypothèse, c'est pas possible. Oui, d'accord. C'est très drôle. Et même, on ne parlera pas, ce qu'aurait tendance à faire le grammairien grec dans un cas similaire. Bon, ce cas-là est inenvisageable, mais un cas similaire, c'est-à-dire une irrégularité qui serait régularisée, enfin, une irrégularité régulière, parce que c'est un usage poétique, par exemple. Dans une moindre mesure, c'est un petit peu ce qu'on retrouverait. C'est-à-dire, bon, c'est faux, mais c'est Homère. Alors, comme c'est Homère, oui. C'est pas faux. Voilà. Oui, on ne dira pas que c'est faux, mais on dira, je pense que quelque part, dans la formation du potache, on lui dira quand même qu'il vaut mieux éviter de le faire. Oui. Il le saura quand il lira le traité en question. Oui, je peux ajouter peut-être une idée. Al-Mazni, c'est génération après. Il dit que c'est que les Arabes, c'est de l'arabe. Donc, tant que quelque chose est parlé et conçu chez les Arabes, ça vient de l'arabe. Qui est d'accord avec Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Une dernière idée, je voudrais avoir l'avis de Jean-Patrick. Il me semble que cette vision des grammairiens arabes, de la tradition grammaticale arabe dans son ensemble, voilà, tu parlais des centres-périphéries. Moi, souvent, je parle d'éléments prototypiques et une sorte d'approche cognitive, en fait, parce que l'élément prototypique et l'élément qui sont dérivés presque par extension, justement. Mais il semble en fait laisser une grande liberté aux grammairiens arabes, une grande flexibilité dans justement la définition de ce qui est central, ce qui est leur central, le prototypique, etc. Parce que forcément, puisque chaque élément a des propriétés, selon l'unité, la mesure qu'on adopte pour classer les propriétés, effectivement, ça permet des angles d'approche différentes. Alors, je prends un exemple assez banal, par exemple, en termes taxinomiques d'organisation des traités, est-ce que c'est les noms qui est, on dirait-je, central, l'élément central, ou est-ce que c'est la classe des verbes, la partie du discours de verbes qui est l'élément central, par exemple? Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord, hein, effectivement. Et je pense que d'ailleurs, pour une bonne part, les discussions peuvent très bien porter là-dessus. On va très bien dans certaines discussions sur la question de savoir si tel fait, généralement, plus ou moins, qui est un cas d'école, est correct ou pas. Ça va dépendre complètement de l'élément qu'on va mettre en premier. Si tu regardes, par exemple, l'Insaf de Boulbarakat al-Anbari, qui est un ouvrage doxographique sur les questions controversées entre les écoles de Basra et de Koufa. Il y a énormément de discussions sur est-ce qu'on peut dire telle ou telle chose, généralement des énoncés qui sont totalement inattestables en usage normal, mais qu'on peut fabriquer artificiellement à partir des règles. Simplement, ça dépend de quelles règles on va utiliser ou quelles règles on va faire passer en premier, si j'ose dire. Donc, comment on va les hiérarchiser. Je pense que c'est effectivement
tout à fait raison. Et c'est un des moteurs qui fait que non pas de l'évolution de la théorie, mais qui fait un peu bouger les choses, hein, ou qui permet de rendre compte plutôt de la variation, de la diversité que conserve la tradition grammaticale jusque pendant assez longtemps, finalement, compte tenu du fait qu'elle a travaillé sur un corpus clos qui a été clos très tôt, jusqu'au XIVe ou XVe siècle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interventions, des discussions? Je ne vois pas de petites mains qui se lèvent. Bon, eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, je vais tous vous remercier, et en particulier Jean-Patrick pour cet exposé qui s'inscrivait parfaitement dans la continuité des interventions précédentes. Ça fait une belle unité dans toutes ces thématiques qui se recoupent, ces questions de corpus, d'autorité. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Merci à vous tous et j'espère vous revoir bientôt autrement que sur mon écran.